Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les titres. Le village de Doualé, dans l'ouest du pays, doit sa renommée à son huile de palme. Cette huile rouge, véritable activité génératrice de revenus, est un savoir-faire des femmes de la localité. Les commerçants viennent en grand nombre de diverses parties du pays pour s'en procurer. Reportage à suivre. Dans l'actualité internationale, ce drame au Nigeria, la mort d'au moins 106 personnes dans le naufrage d'un bateau. Le drame s'est produit dans l'état de Kwara. 250 personnes de retour de mariage étaient à bord du bateau. Voilà pour le sommaire. Vous suivez le 19h30 et nous sommes ensemble pour 20 minutes d'actualité. Tout d'abord, rendons-nous à l'ouest du pays, sur l'axe Diokouéman. Un village est devenu l'objet d'attraction. Il s'agit de Doualé, un village de la sous-préfecture de Logoualé dont l'huile de palme est très prisée. Sa vente transforme tous les jeudis la voie internationale qui traverse Doualé en un marché. De nombreux commerçants et acheteurs y convergent. Cette huile de palme est un savoir-faire des femmes de la localité qui en ont fait une activité génératrice de revenus. Théodore Zouzou et Gilles Tonian y étaient ce jeudi, jour de marché. Marché hebdomadaire de Doualé, village de la sous-préfecture de Logoualé, à l'ouest du pays. Il est 14h30. La voie internationale Logoualé-Mans est moins occupée par les commerçants et acheteurs. Sous ce manguier, à cet endroit du marché du village, quelques bidons de 25 litres sont encore visibles alors que les vendeuses sont rentrées chez elles. Ces récipients contiennent de l'huile de palme made in Doualé et constituent l'essentiel des produits achetés par ces commerçantes. On fait huile à main, mais ce n'est pas la même chose qu'ici à Doualé. Pour moi, là, il y a un produit, ici, là, il n'y a pas de produit dedans. À l'ombre du manguier se trouve également un tailleur qui vient lui aussi tous les jeudis raccommoder la lingerie déchirée de ces populations rurales de Doualé. Il revient sur l'affluence des commerçantes et acheteurs d'huile de palme en ce lieu quelques heures plus tôt. Ça, j'ai dit, les femmes quittent au village pour venir vendre l'huile. Elles viennent beaucoup, ce sont mes voisines. Pour ces acheteurs grossistes ou ces détaillantes, la vente de l'huile rouge de Doualé est une bonne affaire. Dans l'exercice de cette activité, pour éviter les pertes, elles ont des techniques pour reconnaître la bonne qualité. Si on vient, on ouvre le bidon là, on goûte. Ce qui n'est pas bon, on sait. Ce qui est bon là, c'est bien rouge, noir dedans. Mais ce qui n'est pas bon, c'est tout blanc. Quand on a goûté, c'est doux. Maintenant, si tu prends, tu as des crayons pour acheter à toi. On prend le bidon pour vendre sur litre, et puis on attache aussi des 200 à 100 francs. Le litre à 1500. À 100 mètres de là, la famille Cessier, productrice, confirme la technique utilisée par les acheteurs. Quand tu la goûtes, ça ne reste pas sur la langue. Ça, c'est le vrai. En tout cas, quand tu laves, tu te sens en lait, tu ne te sens pas un peu bizarre. Quand c'est le faux, quand tu laves, c'est comme si ça a duré dans la maison. Sans nous dévoiler le secret de production de la meilleure qualité d'huile rouge, Monique Saucier nous conduit à leur usine de fortune. Elle explique brièvement les étapes. Chez nous, ici, là, on prend graines africaines, on met dans un barrique. Quand on met dans un barrique, on met l'eau dedans et puis on met feu en bas. Quand ça bout bien, dès que c'est bien cuit, tu enlèves dans le barrique, tu mets dans un mortier qui est là. Il y a au moins 5 à 6 personnes qui pilent. Dès que c'est bien pilé, tu enlèves encore dans le mortier là. Tu mets dans un autre barrique. Et puis tu mets l'eau dessus. Tu laves. Tu enlèves les grains là. On met l'eau dedans, ça devient bien léger. Et puis on met feu en bas. Donc quand ça bout, tu laisses, ça bout bien. Quand c'est bien cuit là, une sort. Ici, rien n'est rejeté, mais rien d'autre n'accroît les revenus des productrices. Ça sert à allumer du feu, c'est tout. Les femmes battantes de Doualé plaident pour un appui. Avec la main là, ça nous fatigue beaucoup. Si au moins il y a une machine à côté là, ça va nous aider, on va se reposer. Sinon, à un barrique là, tu as fait ça aujourd'hui là, vraiment, la nuit même tu n'arrives pas à dormir. C'est ce qu'on veut là. On veut qu'ils nous envoient une machine pour nous aider à faire le travail. Une souffrance et un cri de cœur bien perçus par Jeannette Badouel, maire de la commune de Logoualé. Elle essaie par ses actions d'apporter des solutions aux difficultés que rencontrent ces femmes afin de les rendre plus autonomes et incontournables dans la région du Tongpi. Nous voulons passer à l'étape suivante qui est d'apporter une valeur ajoutée
à cette production par la transformation. Nous allons mettre une petite unité de transformation pour l'huile de palme, pour que nous puissions labelliser l'huile de palme provenant de l'Ogoalé. L'huile rouge, extraite de façon artisanale ou traditionnelle, est produite en grande quantité par les femmes du village de Doualé. Elle fait partie de leur principale source de revenus, un véritable groupement coopératif avec des moyens de production plus améliorés peut les conduire à l'autonomisation recherchée. Vivement donc que ces femmes de l'Ogoalé, de Doualé plus précisément, obtiennent donc ces moyens tant attendus. Tous les 14 juin, les donneurs de sang partout dans le monde sont célébrés. La Terre rend hommage à ces personnes qui font avancer notre humanité en sauvant des vies par le don de sang. Au Centre national de transfusion sanguine à Abidjan, ce sont plus de 60 poches de sang collectées en cette journée. Notre équipe de reportage a aussi rencontré les sceptiques, ces personnes qui hésitent encore à donner de leur sang. Leurs raisons sont de divers ordres. Reportage. Donner son sang est une tradition chez Simon, cette fois déjà qu'il donne son sang. Conscient de l'importance de ce geste, il le fait volontairement toutes les fois que le besoin s'est fait sentir depuis 2009. J'ai assisté à des personnes qui ont perdu une personne pour manque de sang parce que n'ont pas de moyens et puis des personnes dans des cas critiques. Voilà, j'ai vu ces cas-là, ça m'a beaucoup touché. Pour cela, j'ai décidé de donner mon sang volontairement. Ce matin, au Centre national des transfusions sanguines, à l'occasion de la Journée mondiale des donneurs de sang, Désiré et plusieurs autres donneurs sont au rendez-vous pour sauver des vies. C'est ma belle-sœur, elle allait accoucher et ils lui ont dit que c'est césarienne. Ils l'ont fait sortir du bloc et c'est là, en chambre, qu'elle a commencé à saigner. On l'envoie au bloc, on cherche une poche, il n'y a pas de poche. Son groupe, on ne trouve pas. Et c'est comme ça. Le même jour-là, elle est décédée et l'enfant vit, mais la maman est partie. Donc vraiment, ça m'a beaucoup fait mal jusqu'à aujourd'hui. Ce 14 juin, c'est une soixantaine de poches de sang qui a été recueillie ici pour faire face au manque criard de sang dans les hôpitaux. Vous pouvez nous solliciter et nous allons nous déplacer vers vous. Nous avons des véhicules qui sont aménagés dans ce sens-là. Si 300 000 personnes de bonne volonté décident de venir faire un don dans l'année, ce serait bien. Mais nous, en matière de transfusion sanguine, nous avons besoin de personnes qui ont conscience de leur utilité, des personnes qui comprennent le bien fondé de venir faire ce don de sang et donc qui savent qu'ils doivent surveiller leur santé, ils doivent bien se porter, ils doivent avoir des comportements qui ne soient pas des comportements à risque pour les malades. Chaque année, il manquerait entre 60 000 et 80 000 donneurs en Côte d'Ivoire, ce qui occasionne de nombreux décès chaque année. Cela est dû en partie au tabou autour du don de sang. Quand nos parents sont malades, il faut qu'on s'en va dans le CHU, le sang coûte cher. Alors que gratuitement, je demande de donner mon sang. Non, j'ai préféré ne plus donner mon sang. Je suis AB+, et puis bon, on a vu dans nos cours de SVT que les AB ne donnaient pas. Ils sont des receveurs universels. Voilà. Donc je ne trouve pas utile pour moi de donner mon sang. Ça m'intéresse beaucoup, mais au fait, c'est le temps qui ne permet pas. Sinon, si je les croise ou bien soit on en parle pour dire non, venez donner vos sangs dans tel coin, je peux partir. Grâce à ces volontaires, ce sont des millions de malades qui sont soignés chaque année dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Des maillons essentiels qui méritent d'être mis en lumière à l'occasion de cette journée mondiale des donneurs de sang. Et puisque nous parlons de santé, les personnes atteintes d'albinisme échappent difficilement à la marginalisation du fait de ce qui est considéré à tort comme un handicap. Dans plusieurs secteurs d'activité, ils doivent se battre doublement pour se faire une place. Un combat de plus après celui que leur impose cette anomalie qui affecte la peau. La situation est intenable pour certains quand d'autres arrivent malgré tout à maintenir le moral au plus haut niveau. À l'occasion de la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme célébrée hier 13 mai, nous sommes allés à leur rencontre. Adama Songo a essuyé beaucoup de frustration du fait de son albinisme. Pour éviter une dépression mentale, il a réussi à s'affirmer avec son talent d'humoriste, connu sous le pseudonyme Falage. Je vais aller travailler dans une boulangerie, je suis au guichet à pain, et puis il y a une dame qui venait acheter le pain. Le fait qu'elle m'a vu dans le guichet,
Elle a refusé de payer le pain. C'est tout ça emmagasiné qui ont fait qu'aujourd'hui, je me suis lancé dans l'humour. Mon instrument que j'ai trouvé pour faire de la sensibilisation, évidemment, c'est à travers mon art qui est l'humour. Comme Falache, Lazare Konan Kwame et Marie-Noël Assamoah, seuls albinos dans leurs familles respectives, ont été victimes de marginalisation de la part de leur entourage à cause de leurs problèmes de peau. Après avoir percé le mystère de la guérison, ils ont repris goût à la vie. J'ai eu des problèmes de peau, mais je ne savais pas que le soleil était mon premier ennemi. Donc j'étais exposé au soleil depuis l'enfance. De ça même quand tu voyais ma peau, mais ça te donne même pas l'envie de manger. Avec tout ça là, je ne me décourageais pas. En tout cas, je voulais faire quelque chose pour pouvoir sortir de la pauvreté. C'est par les opérations de cryothérapie. J'ai fait des séances de cryothérapie, plus les pommades que tu vas payer pour frotter dessus, pour que ça puisse se cicatriser. Et c'est comme ça que j'ai pu arriver à finir avec ma peau. Face aux frustrations récurrentes, Yannick Koné, agent commercial, préfère garder le moral haut au lieu de s'apitoyer sur son sort. Je suis agent commercial et il arrive parfois dans des endroits où je me trouve, les gens se moquent, d'autres disent des paroles bizarres, mais je ne me focalise pas là-dessus. Voilà, parce que je me dis que les gens ne sont pas la même chose, on n'a pas la même manière de penser et c'est ça qui me fait avancer en fait. Si certains albinos ont des souvenirs amers de leur enfance, ce n'est pas le cas de Sandrine Kwao qui a toujours bénéficié de l'affection familiale, amicale et conjugale. Heureux d'être aux côtés de Sandrine, son époux livre le secret d'une vie de couple inébranlable et harmonieuse. Depuis l'enfance, je savais que je devais me marier à une femme claire, mais je ne savais pas qui. Quand il y a un truc qui arrive, elle va s'expliquer correctement que tu m'as fait ça, ça ne m'a pas plu. Ensemble, on trouve une solution. Même si on est en discussion, devant les gens, tu ne vas jamais savoir que nous sommes en discussion. Des fois même, dans les heures tardives, elle va me réveiller ou bien on doit parler. Et ensemble, on trouve notre terrain d'entente dans notre chambre conjugale. Une fois c'est fini, même nos enfants ne sont pas au courant de ce que nous avons parlé. Je me sens bien dans ma peau d'épouse et puis c'est qu'il assume son choix. Philomène Gbassou, mère d'une fille et d'un garçon atteint d'albinisme, nous confie ses expériences de mère attentionnée vis-à-vis de ses enfants. Quand elle va à l'école, on l'appelait, comment on disait, Bamlin. Bon, comme elle ne sait pas ce que ça veut dire albinos. Donc elle pensait que c'était des injures. Donc chaque fois elle pleurait. Mais une fois vraiment, elle est sortie de, comment je peux dire, même d'elle-même. Elle s'est battue avec une petite fille. Depuis lors, ils ont vu que vraiment, c'était la même personne que puis bon. Donc quand elle est venue me dire ça, je lui ai dit que c'est vrai. Mais prochainement, il ne faut plus faire ça. Mais depuis lors, elle n'a plus de problème. Et lui, quand il est venu, bon, lui, tout était déjà tracé pour lui, il n'a pas subi tout ça. Les albinos font partie des personnes en situation de handicap dont le droit à une citoyenneté ordinaire est défendu par le gouvernement ivoirien. Chaque année, la journée du 13 juin leur est dédiée. Blanc ou noir, nous demeurons tous les mêmes, sans aucune différence. Dans un autre chapitre, l'Université de San Pedro a accueilli la quinzaine internationale de la science et de la technologie. Les travaux ont tourné autour du thème « Recherche et innovation en Côte d'Ivoire face aux défis environnementaux, sanitaires et économiques actuels ». Joël Gosset. 2 candidates sur 27 ont remporté le concours de la jeune fille, l'une des activités de la quinzaine internationale de la science et de la technologie à l'Université de San Pedro. Ce concours consiste à évaluer les meilleurs projets des candidates. C'est avec un sentiment de joie que nous avons participé à cette cérémonie et je tenais vraiment à dire merci aux initiateurs de cet événement. Et nous invitons aux étudiants de San Pedro à continuer dans ce sens. Ce cadre d'échange scientifique de haut niveau est initié par la Direction générale de la recherche et de l'innovation du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Entre autres objectifs, cette rencontre vise à développer des interactions entre scientifiques, innovateurs et acteurs des secteurs productifs, dans le but de répondre efficacement aux besoins des populations et susciter des vocations de recherche et d'innovation chez les étudiants. De plus en plus les choses vont, plus on se rend compte qu'on n'a pas fait fausse route. Pour le bonheur de l'Université de San Pedro, je remarque que c'est une équipe de jeunes, dynamiques,
Donc qui dit jeune, dit innovation. Placé sous le thème recherche et innovation en Côte d'Ivoire face aux défis environnementaux, sanitaires et économiques actuels, l'édition 2023 de cette quinzaine internationale se tiendra dans les universités et les centres de recherche nationaux. Dans l'actualité internationale, ce drame au Nigeria, la mort d'au moins 106 personnes dans le naufrage d'un bateau. Le drame s'est produit dans l'état de Kwara. 250 personnes de retour de mariage étaient à bord du bateau. Au Nigeria, les naufrages de bateaux sont de plus en plus fréquents. Moins d'un an après sa dernière visite, le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, est en France pour une visite officielle. MBS s'entretiendra avec le président Macron lors d'un déjeuner de travail à l'Élysée vendredi soir. Les deux hommes renforceront le partenariat stratégique entre le Royaume d'Arabie Saoudite et la France. Il y a 73 ans, le 30 janvier 1950 plus exactement, des populations de la ville de Dembokro étaient assassinées par les colons et enterrées dans une fosse commune. 13 paysans qui revendiquaient aux côtés de 3000 autres l'augmentation du prix du cacao et la libération de Koné Samba Ambroise, alors responsable de la sous-section du PDCI RDA. L'histoire est longtemps restée méconnue et pourtant elle représente un pan très important de la lutte pour la liberté. Placide Conan, que nous recevons ce soir, en parle dans son dernier livre, un long poème intitulé 1950, paru aux éditions La Case des Lucioles. Bonsoir Placide Conan. Bonsoir Hassan. Mais quelle est cette histoire ignorée ou sinon oubliée par le commun de mortels ivoiriens? Alors tu l'as si bien dit, c'est vraiment une histoire très propre à la Côte d'Ivoire, très propre à l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Donc c'est 13 personnes qui décident de mourir ce jour-là. Seulement, ils meurent pour la Côte d'Ivoire, pour l'indépendance, et ils sont méconnus, ils sont restés aujourd'hui anonymes. Ils ont perdu leur nom et 73 ans plus tard, l'un d'entre eux revient pour crier son ras-le-bol. Comment est-ce qu'il revient? Il revient à travers une commande, donc il cherchait depuis 73 ans le moyen de dire un poème. Donc il cherchait quelqu'un qui était susceptible de dire un poème et voilà, la veille d'une fête d'igname extraordinaire. Donc ce n'était pas prévu. Le roi décide d'organiser cette fête d'igname parce qu'il sent qu'il y a une épidémie d'amnésie donc qui frappe son peuple. Et donc, le dernier, le 13e, décide d'habiter cette commune, donc qui est très susceptible à dire ce poème. À la page 34 donc, de l'œuvre, vous dites, vous, petit amnésique, oublieux de vous-même, vous osez me parler le sexe couché dans une bouche qui susurre des bégaiements. Savez-vous ce que c'est perdre un nom? Savez-vous comment on se lave de la souillure d'une salive de colon? C'est une colère que vous exprimez là, oui. À l'endroit de qui? Des Ivoiriens pour avoir rangé cette histoire aux oubliettes? Oui, en fait, c'est pas moi, c'est pas Placide Conan qui parle, oui, à travers... C'est le 13e mort. C'est le 13e mort. Et donc, on ne sait même pas s'il est mort, il n'a pas pu mourir. Il ne vit pas non plus, donc il est entre la mort et la vie. Donc, quand on est entre la mort et la vie, on devient forcément un poète. Et c'est vraiment un ras-le-bol, c'est un cri de haine, c'est un cri de colère, en fait. Voilà. Et vraiment, cette histoire n'est pas enseignée à l'école. Donc, rares sont à Dembokro, même des gens qui ont... Moi, j'ai fait mes études à Dembokro. Donc, c'est parce que j'ai poussé un peu plus des recherches que j'ai su que cette histoire existait. Le stade de Dembokro s'appelle Koné Samba Ambroise. On ne sait pas pourquoi le stade s'appelle Koné Samba Ambroise. Mais qui est Koné Samba Ambroise? Koné Samba Ambroise était à l'époque, il était l'un des représentants donc, du PDCI RDA à Dembokro, donc un gars très proche d'Houphouët-Boigny, à qui l'on doit justement l'indépendance aussi. Et il existe aussi à Dembokro, encore aujourd'hui, un cimetière dit cimetière des martyrs. Cimetière des martyrs. Là où justement ces 13 personnes ont été enterrées. Oui, et Samba Ambroise a été des années plus tard enterré dans le même cimetière des martyrs. Et si vous allez aujourd'hui à Dembokro, vous voyez que les tombes sont anonymes. Il n'y a pas de nom. Très bien. Donc, des gens y reposent, mais on ne sait pas qui. Nous tendons vers la fin de cet entretien. Placide, regardez la caméra toute juste en face de vous et dites-nous quelques vers de ce poème. J'ai perdu mon nom dans les rues ébouées de ma balafre un jour de chemin de croix. Et depuis, mes nuits ont le regard d'un ouragan. Merci beaucoup.
Placide Conan, merci infiniment. Vous êtes l'auteur, je le rappelle, de 1950, un long poème qui retrace donc cette histoire oubliée par le commun des mortels ivoiriens, histoire donc de l'assassinat par les colons de 13 syndicalistes, 13 artisans donc, dans la ville de Dembokro. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Très belle soirée sur RTI2.